Eh bien, bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent. Et donc, nous allons attaquer la 4e conférence de ces rencontres de la DataVis. Et on va avoir le plaisir d'avoir Éric Mouvière, donc, qui est président de la société ISEM7, qui fait de la DataVis, de la formation, du conseil, plein de choses, j'imagine. Et il va nous parler donc de jeux de données et surtout de la façon dont on peut utiliser ces jeux de données et les représenter de manière plus ou moins différente suivant la façon dont on les utilise. Donc, je lui laisse la parole. Merci Alain et merci pour votre invitation. Donc, je suis Éric Mauvière, nous sommes deux en fait dans ISEM7. Éric, c'est moi avec Isabelle, a proposé donc des formations et du conseil en data visualisation. Donc, en début d'après-midi, la question a été posée à mes camarades. Qu'est-ce qui vous a amené à vous passionner pour la mise en valeur des données? Donc, je ne me suis pas levé à ce moment-là, mais c'est l'occasion pour moi de m'exprimer. Donc, j'ai commencé, moi, ma carrière à l'INSEE. Je suis statisticien économiste. Et j'ai eu la chance d'arriver dans une direction régionale de l'INSEE en province, à Limoges, pas très loin d'ici, avec, à cette époque, une efflorescence de technologies nouvelles, alors qui vous feront sourire, je pense, surtout les plus jeunes parmi vous. C'était l'arrivée de la micro-informatique, du Macintosh, mais aussi de la cartographie à l'INSEE, d'outils de traitement graphique, de PAO, de publication assistée par ordinateur. Et jeune chargé d'études, mon travail était de rédiger des études, mais aussi de les faire parler au travers de graphiques et de cartes. Donc pour moi, la mise en valeur des données, donc au travers des graphiques et de la DataVis, est inséparable de la transmission, de l'écriture, du soin apporté à la typographie et à la composition. Donc la DataVis n'est pas une fin en elle-même et participe à mettre à disposition auprès du plus grand nombre, par le rôle de médiateur que nous avons, nous les experts entre guillemets, des données complexes mais souvent essentielles pour notre vie sociale et économique. Alors dans l'exposé que j'ai prévu aujourd'hui, j'ai voulu transmettre ce que je retiens, moi, de mon parcours de la DataVis, au sein de la DataVis, en prenant deux exemples qui sont à la fois historiques et un peu dramatiques. Le premier vous montrera comment la data visualisation aurait peut-être, bien employée, permis d'éviter une catastrophe. Le second reviendra sur une autre catastrophe en nous aidant à mieux comprendre ce qui s'est passé. Et puis je conclurai en dégageant les enseignements majeurs que j'en retiens et que je voudrais partager avec vous. Alors, le premier exemple que je prends, qui est inspiré par Edward Tufte, qui est un statisticien et sémiologue américain, que vous connaissez sans doute, dont je vais reparler aujourd'hui, vous le connaîtrez mieux en tout cas, qui est encore vivant d'ailleurs. Donc il décrit dans un de ses ouvrages longuement ce qui s'est passé avant et après la catastrophe de la navette Challenger. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, en 1986, peu après le décollage, la navette explose et on comprend après que l'accident est dû à une défaillance des joints qui permettent à l'un des boosters latéraux d'assembler les différents segments. Ce sont des empilages de boîtes de conserve. Et ces joints toriques d'une dizaine de mètres de circonférence devaient, sous l'effet de la pression énorme et des forces énergétiques au moment du décollage, se déformer en un temps très court pour assurer une étanchéité parfaite du propulseur. Et on a compris après coup que le froid qui régnait ce jour-là sur la plateforme avait dégradé la capacité de ces joints à changer d'état très vite et donc à jouer leur rôle. Donc des gaz rapidement se sont échappés et la communication du jet de flamme à tout l'ensemble a provoqué l'explosion de la navette. Donc évidemment, le décès de l'équipage, cet astronaute, est le débouché le plus dramatique de cette aventure. Mais ce qui est aussi poignant, c'est de comprendre que la veille au soir, les ingénieurs propulsoristes qui géraient donc ces boosters craignaient déjà ce qui allait arriver et ont tout fait pour convaincre la NASA, donc la hiérarchie décisionnelle, de reporter le lancement. Et pourquoi le craignait-il? C'est
c'est qu'il y avait déjà eu un certain nombre de lancements de navettes, plus d'une vingtaine, et ils avaient observé que même s'il n'avait jamais fait aussi froid que ce matin-là, il faisait à peu près moins 3 degrés le jour du lancement de Challenger, mais les occurrences où la température était la plus basse avaient conduit à l'observation de défauts sur ces fameux boosters, puisqu'on les récupérait après coup, la plupart d'entre eux en tout cas. Ils avaient en tête notamment le tout dernier essai qui avait lieu à 10 degrés et qui avait conduit à observer une détérioration vraiment sensible. On était déjà à deux doigts d'une catastrophe. C'était, je crois, quelques mois avant. Donc ces ingénieurs étaient franchement anxieux à l'idée qu'on envisage un lancement avec des conditions en fait, de gel, presque 10 degrés inférieurs au lancement le plus froid observé jusqu'alors. Donc le graphique que vous voyez là à gauche, cette succession de petites fusées, c'est un graphique qui en fait été montré lors de la commission d'enquête, donc après l'accident, et qui illustre chacun des lancements avec comme symbolisation les défauts observés sur ces boosters. Donc, quand il y a des petites hachures, c'est qu'on a constaté des traces de suie ou des érosions manifestes sur les joints. Donc, le graphique de droite, c'est le même avec des pastilles en rouge qui mettent en évidence ces défauts. Et ces graphiques sont triés par date de lancement. Et ce qu'on en retient, en fait, n'est pas très éclairant. On voit qu'il y a une dispersion de défauts, et sans qu'on puisse en dériver un pattern, comme on dit maintenant, un motif très explicite. Donc ce que Tufte explique, et il en dérive un certain nombre d'enseignements pratiques, c'est que le facteur explicatif que les ingénieurs avaient déjà en tête, ils n'en avaient que l'intuition, c'était la température le jour du lancement. Et même si ces ingénieurs n'avaient pas constitué de base de données riche et complète, avec toutes les températures au sol, l'intégralité des défauts, ils avaient quand même suffisamment d'éléments pour avoir cette intuition pratique. Et rien qu'en triant, on le voit en bas, donc le même graphique avec cette petite fusée par température au sol et non plus par date de lancement, on constate qu'il y a une accumulation plus claire de défauts pour les températures les plus faibles. Donc Tufte a fait l'effort, évidemment, le faire a posteriori, c'est un exercice plus facile que de le faire la veille au soir, mais de dresser un tableau en complétant, on le voit en rouge, les données qui manquaient aux ingénieurs et même pour la commission d'enquête. Il a aussi amené un élément décisif, c'est un degré de gravité dans les défauts constatés sur les joints. Certains étaient mineurs, c'était une simple trace de suie. D'autres étaient beaucoup plus sérieux, donc des joints abîmés, voire à la limite de la rupture. D'où un index de gravité, c'est la colonne de droite. Le tableau est trié par température croissante. Et on en arrive au graphique que Tufte propose, qui a comme caractéristique forte de présenter d'une façon très épurée, ça c'est la marque de Tufte, par des petits points. Là, on n'a plus de fusées, plus de symboles avec des hachures. On a un graphique qui est vraiment à l'os, donc qui expose cet index de gravité. On voit bien l'accumulation en début de graphique des incidents les plus sérieux. Et surtout, on voit à quel point la situation de ce matin-là était très éloignée de la pire situation qu'on avait pu observer jusqu'alors, puisque la température au sol était de moins 3 degrés, grosso modo, alors que jusque-là, on avait expérimenté avec des températures de plus de 10 degrés. Donc ce premier exemple a servi à Tufte à insister sur l'importance d'une data visualisation claire. Les ingénieurs avaient très peu de temps pour convaincre. Ils avaient au-dessus d'eux toute la hiérarchie de la NASA et même au-dessus d'eux le gouvernement américain. Reagan avait, le soir de l'accident, un discours sur l'état de la nation à prononcer. Et vous vous souvenez peut-être que dans l'équipage, il y avait une enseignante. Il était prévu qu'il échange en direct avec elle. La NASA aussi souhaitait démontrer que la navette était un moyen sûr, fiable, et d'envoyer régulièrement des gens dans l'espace. Donc il était vraiment difficile pour eux de les convaincre de le reporter. Je cite là juste l'exemple d'un des ingénieurs qui n'a parlé que 30 ans après et qui s'y reprochait malheureusement toute sa vie de n'avoir pas su convaincre ce soir-là.
Alors évidemment, Tufte est un petit peu le beau rôle en réécrivant après coup l'histoire. Les ingénieurs n'avaient pas tous les éléments, ils n'avaient pas les données météorologiques détaillées. Il était quasiment impossible pour eux de produire le graphique qu'on a vu juste avant, j'y reviens. Mais il n'en reste pas moins que la démonstration est lumineuse quant à l'efficacité d'une bonne représentation graphique dans des situations de crise. Je passe à un deuxième exemple, il est aussi catastrophique. Il a conduit. Alors oui, non, avant, je cite quand même, puisque Christophe m'y a invité, donc je l'ai rajouté in extremis, une citation de Jacques Bertin, un grand sémiologue français qui a écrit un ouvrage Déterminant 67, bien avant Tufte, et qui insiste sur les critères d'efficacité d'une bonne représentation graphique, que ce soit une carte ou un scatterplot comme on l'a vu juste avant. Il faut que dans l'instant minimum de vision, donc dans le temps d'observation le plus court, une évidence s'imprime, que quelque chose saute aux yeux. C'est ainsi qu'on peut déclarer qu'une datavise est plus efficace qu'une autre. Donc, Tufte exprime un peu la même chose en la complétant, mais ça il l'exprime 20 ans après, dans un ouvrage aussi fondamental qui s'appelle The Visual Display of Quantitative Information, qui est en anglais, mais que je vous recommande aussi chaudement. Et Tufte complète en disant qu'une datavise efficace est aussi celle qui est la plus épurée possible, qui utilise le moins d'encre possible, et même, pourquoi pas, le moins d'espace possible. Allez, je passe à mon deuxième exemple dramatique. Alors, c'est le Titanic. Il a évidemment conduit à un bilan humain bien plus important. Et là, il ne s'agit pas de proposer une datavise qui aurait permis d'éviter le naufrage, bien évidemment. Les données sur l'équipage, enfin l'ensemble des personnes à bord du Titanic sont extrêmement détaillées. Elles ont été connues très vite, en réalité, dès les jours suivant le naufrage. Je vous montre là, elle n'est pas très lisible, mais une infographie qui montre à quel point il est possible de dériver une masse de graphiques à la fois par âge, par nationalité. On a la composition en bas de tous les canaux de sauvetage. Donc le jeu de données sur l'équipage et les personnes à bord du Titanic et leurs caractéristiques détaillées est bien connu. Il a été mis en circulation en 1995 par Robert Dawson. Donc on le trouve dans le logiciel statistique R. C'est l'un des jeux de données les plus valorisés, à la fois pour la datavise et le calage de modèles statistiques. Ce que vous avez sans doute en tête, c'est que dans la politique que l'équipage a mise en œuvre pour sauver les gens, la priorité était de sauver les femmes et les enfants. Donc, les femmes et les enfants d'abord. Quand on regarde les graphiques produits pour analyser à la fois les gens qui ont survécu et ceux qui malheureusement y sont restés, on voit pour la plupart des exemples des choses assez peu compréhensibles et assez peu lisibles. J'attire juste votre attention sur le graphique de gauche. Alors, il est conçu par quelqu'un que j'aime bien et qu'on est nombreux à bien aimer ici, qui s'appelle Mike Bostock, qui est le papa de Détroit. Alors, il n'a pas cherché à produire le meilleur graphique sur le Titanic, il cherchait à produire un exemple de Sankey chart, ces diagrammes, comme vous le voyez ici, avec des flux qui se subdivisent, et de parallèle set pour être plus précis. Donc on voit en rouge comment se subdivise l'ensemble des gens qui ont péri en fait lors de la catastrophe en les ventilant au travers de différentes grilles, donc par sexe, par classe à laquelle ils appartenaient, première, seconde, etc., en distinguant l'équipage des passagers. Vous admettrez avec moi que ce n'est pas un graphique dont la signification saute aux yeux, il faut vraiment le lire en le scrutant dans le détail. Alors là, on rentre dans la distinction qui était chère à Bertin entre lire et voir. Lire, c'est vraiment balayer de façon sérielle. Voir, c'est quelque chose qui s'exprime sous la forme d'une forme précisément, au sens de la gestalt. Il y a quelque chose qu'on va mémoriser et qui va imprimer. Donc j'en arrive là à une autre façon de présenter les choses. Et ce qui est étonnant, je l'ai découvert moi-même il y a quelques jours à peine, c'est que quelques jours à peine après la catastrophe, quelqu'un à droite, un journaliste d'un hebdomadaire, c'était un petit peu
le National Geographic de l'époque, avait produit une datavise tout à fait éclairante. Alors elle est en noir et blanc, elle est avec la typographie de l'époque, elle présente des chiffres détaillés. On voit bien à gauche, bon, c'est tous ceux qui sont morts, ils sont en noir. On voit le déséquilibre avec évidemment beaucoup plus de morts que de survivants. La surreprésentation des hommes parmi ceux qui sont morts lors du naufrage. C'est classé verticalement selon la classe à laquelle les passagers appartenaient. Donc là, on a un exemple de collection de petits graphiques, ce qu'on appelle en anglais les small multiples. Mais c'est Bertin qui a le premier mis en avant le terme de collection de petits graphiques. C'est vraiment lui qui a... Mais bien avant Bertin, vous le voyez, quelqu'un en 1912. Et dans l'émotion aussi de l'analyse de ces données, a su dégager ce graphique qui a été en fait redécouvert il y a relativement peu de temps par Michael Friendly. Et donc on en arrive à une représentation un peu plus moderne que je vous propose, qui n'est pas de moi d'ailleurs, qui est d'un auteur d'ouvrage, Bruce Gabriel, que j'apprécie beaucoup, qui est très peu connu, donc je profite pour en faire la promotion, qui est un graphique de type mosaïque à double entrée. Donc c'est aussi une collection de petits graphiques qui a le mérite de hiérarchiser les choses, de montrer des masses, c'est-à-dire ce qui parle le plus immédiatement aux gens, avant de rentrer dans des pourcentages et des taux. Et qu'est-ce qui apparaît à la lecture de ce graphique ? J'espère que, comme quand moi je l'ai vu la première fois, vous ressentez au fil de son imprégnation ce qu'il vous exprime. Je l'ai rappelé à droite. On voit de façon manifeste les grandes masses, c'est-à-dire les hommes à droite et les femmes à gauche. Il y avait 3 fois plus d'hommes que de femmes. Il y avait très peu d'enfants. Les enfants, c'est ce qu'on voit dans l'entrée du tableau en haut. Les secteurs colorés sont les gens qui ont survécu. Donc on voit immédiatement aussi le taux de ceux qui ont survécu. On a une base horizontale commune. On sait que c'est très efficace. Il est manifeste que les femmes ont bien plus survécu que les hommes, 3/4 des femmes et 1/4 des hommes. Ça, c'est un premier niveau de lecture. Enfin, je suis même déjà allé dans un second niveau de lecture. Et le troisième, c'est par classe, première, seconde, troisième. Et on voit qu'on peut accéder de façon graduelle et reposante dans le parcours de ce que ce graphique nous exprime. Alors évidemment, et ça paraît presque trop logique, les passagers de première classe ont eu un taux de survie supérieur à ceux de seconde ou troisième classe. Mais vous pouvez constater, c'est aussi ce qu'un bon graphique permet de révéler, qu'il y a une petite excentricité. C'est-à-dire que la catégorie qui a eu le moins de chance, ce sont les hommes de seconde classe et non pas de troisième classe. Donc un bon graphique est aussi une image qui nous permet de détecter une anomalie, qui peut être un défaut de qualité, là c'est malheureusement la triste réalité, ou qui met en évidence quelque chose qu'on a envie de creuser davantage. Et pour la petite histoire, il faut savoir que la troisième classe était surtout peuplée par des candidats à l'immigration ou à l'émigration définitive, et parmi eux beaucoup d'Irlandais, beaucoup de Suédois, beaucoup de populations extrêmement variées. Et les Irlandais, qui étaient une centaine, ont eu un taux de survie 2 fois supérieur, par exemple, aux Anglais et aux Suédois. Et c'est probablement en lien avec l'action courageuse et sacrificielle d'un prêtre catholique anglais, converti au catholicisme, qui est allé chercher les passagers tout au fond du bateau de la troisième classe, et notamment les Irlandais. Et ça peut expliquer qu'on ait, côté troisième classe, finalement une meilleure survie qu'en seconde. Donc j'enchaîne avec une autre citation de Jacques Bertin, donc après ces 2 exemples un petit peu dramatiques, mais évocateurs, en tout cas pour moi, que j'ai simplement relevé dans 2 ouvrages qui m'ont beaucoup marqué. Donc un bon graphique est aussi une construction qui non seulement saute aux yeux, mais dégage une forme significative. Et Bertin aimait employer l'image de l'arbre. Un arbre, il peut contenir 100 feuilles, 1000 feuilles, 10 000 feuilles. Et faites l'analogie entre une feuille et une donnée. On reconnaît toujours qu'il s'agit d'un arbre. Et on reconnaît non seulement qu'il s'agit d'un arbre, mais qu'il a des branches, qu'il a une structure, et on identifie les relations entre les branches et le tronc et les extrémités de l'arbre.
Et ça, c'est la caractéristique d'une représentation visuelle, qu'elle soit cartographique ou graphique, réussie. Donc j'en dégage quelques principes qui, moi, m'ont accompagné, ou en tout cas qui se sont décantés au fil de mon expérience, sur ce qui permet à une data visualisation d'être expressive. Je vais les détailler juste après pour conclure. Tufte, dans l'exemple de Challenger, a pris la peine d'éplucher tous les documents de la commission d'enquête et d'aller chercher les données manquantes, donc toutes les données météorologiques, en distinguant la température des joints de la température de la nuit d'avant, qui n'était pas exactement la même, les différents degrés de gravité des défauts constatés. Et donc un bon graphique n'est pas juste la convocation d'une palette d'expertise pour faire parler un jeu de données, c'est d'aller chercher avec rage, ardeur et détermination toutes les données dont on a besoin pour faire le tableau complet, ce qu'on appelle une démarche d'inventaire et d'exploration, avant d'en dégager des graphiques qui seront des graphiques de communication, comme le disait mon prédécesseur tout à l'heure. L'autre leçon de Tufte, c'est que le tri est l'un des réflexes que nous devons tous et que vous devez avoir quand vous construisez une data vise. Si vos axes ne sont pas triés, c'est probablement qu'il vous manque quelque chose. Ou si vous en tenez un tri alphabétique par défaut, c'est que peut-être vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la détection de motifs ou de facteurs explicatifs. Évidemment, dans le cas de Challenger, le tri par température était décisif. Les niveaux de lecture, on l'a vu dans l'exemple du Titanic. Les petits graphiques, qu'on les appelle small multiples ou collections de petits graphiques, sont souvent préférables à un unique graphique trop complexe. Et puis l'usage de la couleur, vous l'avez peut-être vu au travers des exemples que j'ai cités, la plupart étaient en noir et blanc, où la couleur était utilisée très modérément. Donc je détaille un peu cela, je n'ai aucune notion de l'horaire, mais je compte sur vous pour me prévenir. Donc une illustration, donc, au travers de quelques images de ces différentes notions. Ici l'exemple des personnages, donc des Misérables de Victor Hugo. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est un exemple que Mike Bostock, encore lui, a mis en ligne il y a déjà une dizaine d'années. On voit à gauche, bon, c'est écrit petit, mais l'ordre de tri de cette matrice qui représente la présence conjointe de deux personnages. 5 minutes. Donc, présence conjointe de deux personnages dans le même chapitre des Misérables. Donc, si c'est trié de façon purement alphabétique, on a une matrice qui n'est pas très expressive. Si on utilise un algorithme, et il en existe, de clusterisation, en gros, de regroupement des personnages qui, globalement, se retrouvent ensemble, on obtient l'image de droite. Donc des techniques, Bertin faisait ça à la main, les fameuses matrices de Bertin, il réordonnait des matrices par proximité pour dégager précisément des grappes et des groupes. Alors avec une belle animation, c'est encore plus parlant. Donc si on connaît Les Misérables par cœur, évidemment, on sait dégager ces choses-là, mais si on est metteur en scène ou acteur du film, et qu'on veut savoir à quel autre acteur on va être amené à jouer, eh bien on a là des techniques assez puissantes et expressives pour répondre à la question. Un autre exemple tiré des productions d'un atelier que j'aime beaucoup, qui est l'atelier de cartographie de Sciences Po, qui produit des graphiques extrêmement léchés, qui sont de véritables compositions, avec un soin de la typographie. Tout ça est construit avec Illustrator. On a un peu parlé d'outils tout à l'heure. Vous avez ici à la fois une collection de petits graphiques à gauche, c'est les populations exposées aux grands risques naturels, les cyclones, les séismes, etc. Et à droite, plutôt une notion de part de population exposée. Vous retrouvez des petits graphiques, chacun expressif, une notion de tri, du plus grand nombre de gens exposés au plus petit, ou de la plus forte exposition, ce sont les couleurs. On voit que les Philippines, par exemple, ou le Japon sont les pays qui concentrent le plus de risques. C'est ce qui permet à une data vise, il y a pas mal de données derrière, mais d'un seul ou de deux uniques coups d'œil, de mettre en évidence les choses majeures à retenir. Avec l'usage de la couleur est modéré et subtil. Un autre exemple de collection de petits graphiques, bon, j'y insiste pas trop, vous voyez à gauche, même si c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, ici quelques-uns, Alberto Chiero qui l'a construit, c'est quand même un amas de spaghettis pas très lisible.
Eh bien, faire une collection de petits graphiques intelligemment triés. Ce sont des graphiques de fécondité avec des projections qui amènent une info en plus sur les tendances à venir et évidemment un facteur de valeur ajoutée important. La couleur, alors c'est un de mes dadas. La data visualisation, on l'a vu, peut être un agent qui permet de décider de la vie ou de la mort de personnes. C'est le cas pour l'imagerie médicale en particulier. Des chirurgiens qui doivent opérer en urgence sur la base de radio doivent pouvoir prendre des décisions très très vite. Les images à gauche sont vraiment les grands classiques de l'imagerie médicale en 3D avec les palettes arc-en-ciel. Donc, une étude fameuse de Michel Borkin a montré que la mise à plat à droite et l'usage simplement de niveaux de gris et du marron pour mettre en évidence l'information vitale conduisait à des décisions beaucoup plus efficaces et rapides que la coloration arc-en-ciel. Un autre facteur décisif pour l'efficacité d'une data vis, ce sont les textes, les annotations et les commentaires. Et là aussi, ça a été vérifié par des expérimentations, avec là des mouvements oculaires surveillés, c'est toujours l'équipe de Michel Borkin, qui montre que la fixation des lecteurs face à toute une série d'images se fait d'abord au centre de l'image, puis sur les zones textuelles, et qu'elles sont absolument décisives pour qu'une data vis soit mémorable, c'est-à-dire s'imprime dans l'esprit des gens et donne lieu à des connexions mentales. Bon, ce graphique-là, c'est celui de Charles-Joseph Millard, je ne vais pas en parler davantage. Il me reste quoi, 10 secondes. Donc je termine par une citation d'Alberto Quiro, elle est en anglais, pour vous faire travailler un peu en anglais. Il a été, lui, journaliste dans des grands journaux en Espagne et au Brésil, donc il insiste sur le fait qu'une bonne data visualisation repose sur un angle qu'on se donne au départ, une très forte recherche documentaire, et ensuite un effort de structuration et de recherche de la data vis la plus expressive, la plus sexy, la plus pédagogique possible. Mais ces trois éléments sont les trois étages indissociables, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, de la fusée d'une construction réussie. Je m'arrête là à la fin de mon PowerPoint. J'ai des liens vers des ouvrages que j'aime bien ou vers des articles qui sont en lien avec ma présentation que vous pourrez, si vous voulez, consulter. Je ne sais pas s'il y a le temps pour des réactions ou des questions. Il n'y en a plus. Désolé. Une peut-être ? Une question, quelqu'un ? Non ? Merci beaucoup.